sur le sujet, mais Madame Emilia ne dit en mot Messire Pietro Bembo, qui était le suivant dans l'ordre dit. Mais Seigneur, le jeu qui a été proposé par le Seigneur Ottaviano a suscité dans mon esprit un doute qui n'est pas des moindres, car il a traité des dédains d'amour qui, bien qu'ils soient de diverses sortes, m'ont toujours néanmoins été très amers. Et je ne crois pas qu'il soit possible de trouver une préparation capable de les adoucir, mais ils sont peut-être plus ou moins amers selon la cause d'où ils proviennent. Car j'ai souvenance d'avoir vu autrefois la dame que je servais fâchée contre moi par un vain soupçon qu'elle avait elle-même conçu au sujet de ma loyauté, ou bien par quelque autre fausse opinion suscitée en elle par les paroles d'autrui à mon désavantage, de sorte que je pensais qu'aucune peine n'était comparable à la mienne, et il me semblait que la plus grande douleur que je ressentais était de souffrir sans l'avoir méritée, et d'endurer cette affliction non par ma faute, mais à cause du peu d'amour qui était en elle. D'autres fois, je l'ai vue indignée à cause de quelque erreur commise par moi, et j'ai su que son courroux provenait de ma faute, et à cet instant je jugeais que mon mal passé était très léger au regard de celui que je ressentais alors, car il me semblait que déplaire par ma faute à la personne à laquelle seul je désirais, et tâcher avec tant de soin de complaire, fut le plus grand tourment qu'on saurait avoir au monde. Ainsi voudrais-je que notre jeu fût tel que chacun dit en admettant que la personne qu'il aime dût avoir pour lui du dédain, d'où il voudrait que naquît la cause du dédain, ou bien d'elle, ou bien de lui-même, pour savoir ce qui fait le plus souffrir, ou bien de causer du déplaisir à la personne aimée, ou bien d'en recevoir d'elle-même. Chacun attendait la réponse de Madame Emilia, qui, sans rien dire à Bembo, se tourna et fit signe à Messire Federico Fregoso de dire son jeu. Ce dernier commença aussitôt de cette manière. « Madame, je voudrais qu'il me fût permis, comme on le fait parfois, de m'en remettre à l'opinion d'un autre, car quant à moi j'approuverais volontiers l'un des jeux proposés par ces seigneurs, parce que véritablement il me semble qu'ils seraient tous plaisants. Toutefois, pour ne pas rompre l'ordre, je dirais que quiconque voudrait louer notre cour, en laissant encore de côté les mérites de Madame la Duchesse, qui à elle seule par sa divine vertu suffirait à élever de terre au ciel les esprits les plus bas qui soient au monde, pourrait bien dire sans soupçon de flatterie que dans toute l'Italie on trouverait à grand-peine autant de chevaliers aussi rares, et en dehors de la principale profession de chevalerie, aussi excellents en diverses choses que ceux qui sont ici. Et pour cette raison, si en quelque lieu se trouvent des hommes qui méritent d'être appelés bons courtisans, et qui sachent juger de ce qui appartient à la perfection de la courtisanerie, l'on doit croire à bon droit qu'ils se trouvent ici. Pour donc faire taire beaucoup de sots qui, parce qu'ils sont présomptueux et ineptes, croient acquérir le nom de bons courtisans, je voudrais que le jeu de ce soir fût tel qu'on choisit quelqu'un dans la compagnie à qui on donna charge de former en parole un courtisan parfait, en spécifiant toutes les conditions et qualités particulières qui sont requises chez celui qui mérite ce nom. Et quand les choses ne sembleront pas convenir, qu'il soit permis à chacun de contredire, comme dans les écoles de philosophie, celui qui soutient les conclusions. Messire Federico poursuivait encore plus avant son propos, quand Madame Emilia, l'interrompant, dit « Ce jeu, s'il plaît à Madame la Duchesse, sera le nôtre pour l'heure. »« Il me plaît, répondit Madame la Duchesse. » Alors presque tous les assistants commencèrent à dire à Madame la Duchesse et à se dire entre eux que c'était le plus beau jeu qu'on pût inventer. Et sans attendre de réponse l'un de l'autre, ils pressaient Madame Emilia de désigner celui qui devait commencer. Cette dernière, s'étant tournée vers Madame la Duchesse, dit « Désignez, Madame, celui à qui il vous plaît le plus de confier cette charge, car je ne voudrais pas, en choisissant l'un plutôt que l'autre, montrer qui j'estime en ceci davantage capable que les autres, et par ce moyen faire tort à qui que ce soit. » « Faites vous-même ce choix, répondit Madame la Duchesse, et prenez garde à ne pas donner aux autres l'exemple de la désobéissance en étant peu obéissante vous-même. » Alors Madame Emilia, en riant, dit au comte Ludovico da Canossa, « Pour ne pas perdre davantage de temps, vous, comte, serez donc celui auquel échouera cette charge de la manière qui a été dite par Messire Federico, non pas parce qu'il nous semble que vous soyez si bon courtisan, que vous sachiez ce qui lui convient, mais parce qu'en disant toute chose au contraire de ce qu'elle est, comme nous espérons que vous ferez, le jeu en sera plus beau, d'autant que chacun aura de quoi vous répondre,
alors que si un autre qui en saurait plus que vous avait cette charge, on ne pourrait le contredire à aucune chose, parce qu'il dirait la vérité, et ainsi le jeu serait ennuyeux. Le comte répondit aussitôt, « Madame, il n'y a pas de risque que celui qui dirait la vérité manque de contradiction, vous étant ici présente. » Vous étant ici présente. Et après qu'on eut ri un moment de cette réponse, il poursuivit. Mais à dire la vérité, j'éviterai volontiers cette charge, car elle me semble trop difficile. Et je reconnais que chez moi, ce que vous avez dit par moquerie, à savoir que je ne sais pas ce qui convient à un bon courtisan, est tout à fait véritable. Et de cela, je n'ai pas besoin de chercher d'autres preuves, puisque n'accomplissant pas ses œuvres, on peut penser que je ne sais pas ce qui lui convient. Et je pense encourir moins de blâme, car sans doute il est pire de ne pas vouloir bien faire que de ne pas savoir bien faire. Mais puisqu'il vous plaît ainsi que j'ai cette charge, je ne peux ni ne veux la refuser. Pour ne pas contrevenir à l'ordonnance du jeu et à votre jugement, que j'estime beaucoup plus que le mien. Alors messire César et Gonzaga dit, puisqu'une bonne partie de la nuit est déjà passée, et qu'il y a ici plusieurs autres divertissements préparés, peut-être serait-il bon de différer ce propos à demain. Et ce faisant, le comte aura loisir de penser à ce qu'il a à dire, car en vérité, c'est une chose difficile que de parler d'un tel sujet de façon improvisée. Je ne veux pas faire, répondit le comte, comme celui qui, après s'être dévêtu, sauta beaucoup moins bien que lorsqu'il était tout habillé. C'est pourquoi, me semble-t-il, j'ai beaucoup de chance que l'heure soit tardive, parce que par la brièveté du temps, je serai contraint de parler peu, et le fait de n'y avoir pas réfléchi longuement me servira d'excuse, en sorte qu'il me sera permis de dire sans blâme les premières choses qui me viendront à l'esprit. Pour ne pas porter donc plus longuement sur mes épaules le poids de cette obligation, je dirais qu'en toute chose, il est si difficile de connaître la vraie perfection que cela semble presque impossible. Et cela à cause de la diversité des jugements. C'est pourquoi il y en a beaucoup à qui un homme qui parle abondamment sera agréable, et ils diront qu'il est plaisant. Certains aimeront davantage la modestie, d'autres prendront plaisir à un homme actif et remuant, d'autres à quelqu'un qui se montre calme et réfléchit en toutes choses. Et ainsi, chacun se mêle de louer et de blâmer selon son avis, en couvrant toujours le vice du nom de la vertu qui lui est proche, ou la vertu du nom du vice qui lui est proche, comme on fait quand on appelle libre un présomptueux, cœur sec, un modéré, bon, un ignorant, prudent, un scélérat, et pareillement pour le reste. Toutefois, j'estime que chaque chose a sa perfection, même si elle est cachée, et qu'on peut juger de cette perfection avec des discours raisonnables, quand on a la connaissance de cette chose. Et parce que, comme je l'ai dit souvent, la vérité demeure cachée, et que je ne me vante pas d'avoir cette connaissance, je ne puis louer que le genre de courtisan que j'apprécie le plus, et approuver que celui qui me semble le plus semblable au vrai, selon mon petit jugement, que vous suivrez s'il vous semble bon, ou bien vous vous tiendrez au vôtre, s'il est contraire au mien. Et je ne soutiendrai point que le mien est meilleur que le vôtre, car non seulement à vous une chose peut paraître, et à moi une autre, mais aussi à moi-même une chose pourrait parfois paraître, et parfois une autre. Je veux donc que votre courtisan soit né noble et de bonne famille, car on reproche moins à un roturier de manquer de vertu qu'à un noble qui, en se détournant du chemin suivi par ses ancêtres, souille le nom de sa famille, et non seulement n'acquiert pas, mais perd ce qui a déjà été acquis. Car la noblesse est comme une claire lampe qui manifeste et fait voir les bonnes et mauvaises actions, et enflamme et incite les cœurs à la vertu, tant par la crainte du déshonneur que par l'espoir aussi de la louange. Et comme cette clarté de la noblesse ne découvre pas les actions de ceux qui ne sont pas nobles, ces derniers manquent de l'aiguillon et de la crainte de ce déshonneur, et il ne leur semble pas qu'ils soient tenus d'aller plus loin que n'ont fait leurs ancêtres, alors qu'au contraire les nobles se sentiraient dignes de blâme s'ils ne s'efforçaient pas pour le moins d'attendre les bornes qui leur ont été indiquées par leurs prédécesseurs. De là advient presque toujours qu'aussi bien dans les armes que dans les autres actions vertueuses, les hommes les plus signalés sont nobles, parce que la nature, en toute chose, a passé cette semence cachée qui donne une certaine force et propriété de son principe à tout ce qui descend d'elle et le rend semblable à elle. C'est ce que nous voyons non seulement dans les races de chevaux et d'autres animaux,
mais aussi dans les arbres dont les rameaux ressemblent presque toujours au tronc, et si quelquefois ils dégénèrent, c'est la faute du mauvais agriculteur. Ainsi en va-t-il des hommes qui, quand ils sont cultivés par une bonne éducation, sont presque toujours semblables à ceux dont ils sont descendus, et souvent même meilleurs. Mais s'il leur manque quelqu'un qui les soigne bien, ils deviennent comme sauvages et ne parviennent jamais à maturité. Il est vrai que soit par la faveur des planètes, soit par celle de la nature, certains naissent accompagnés de tant de grâce qu'il semble qu'ils ne soient pas nés, mais que quelque Dieu les ait formés de ses propres mains et ornés de tous les biens de l'esprit et du corps. De même aussi, on en voit beaucoup qui sont si incapables et maladroits qu'on ne peut croire que la nature ne les ait pas produits au monde par dépit ou par dérision. Ceux-là, quelle que soit assidue et quelque bonne éducation qu'on leur donne, ne peuvent le plus souvent guère fructifier, mais les autres, sans grande peine, arrivent au sommet de l'excellence. Et pour vous en donner un exemple, voyez le seigneur Hippolyte d'Este, cardinal de Ferrare, à qui sa naissance a apporté tant de bonheur que sa personne, son aspect, ses paroles et tous ses mouvements ont une harmonie et une grâce parfaite, et qu'au milieu des plus anciens prélats, malgré sa jeunesse, il représente une autorité si grande qu'il semble plutôt être capable d'enseigner que d'avoir besoin d'apprendre. De même, quand il converse avec des hommes et des femmes de toute qualité, quand il joue, quand il rit, quand il plaisante, il a une certaine douceur et des manières si gracieuses qu'il est impossible à tous ceux qui le voient ou lui parlent de ne pas demeurer perpétuellement affectionnés à son endroit. Mais retournant à notre sujet, je dirais qu'entre cette grâce excellente et cette sottise insensée, on trouve encore un milieu, et ceux qui ne sont pas aussi parfaitement doués de nature peuvent, par le soin et le travail, limer et corriger en grande partie leurs défauts naturels. Je veux donc que le courtisan, outre la noblesse, soit fortuné en ce qui concerne les dons naturels, et par nature, non seulement l'esprit et une belle forme de corps et de visage, mais aussi une certaine grâce, et comme on dit, un air qui de prime abord le rende agréable et aimé de tous ceux qui le voient. Et cela doit être comme un ornement qui harmonisera et accompagnera tous ses actes, et assurera à première vue qu'un tel homme est digne du commerce et de la faveur de chaque grand seigneur. Sur ce, n'attendant pas davantage, le seigneur Gasparo Pallavicino dit « Afin que notre jeu ait la forme qui a été décidée, et qu'il ne semble pas que nous faisions fi du droit qui nous a été donné de contredire, je dirais qu'il ne me semble pas que cette noblesse de naissance soit tellement nécessaire aux courtisans. Et si je pensais dire une chose qui fût nouvelle pour certains de nous, j'alléguerais de nombreux rejetons de nobles lignées qui ont été remplis de vices, et au contraire beaucoup de roturiers qui, par leur vertu, ont illustré leur postérité. Et si ce que vous avez dit naguère est vrai, qu'en chaque chose existe la vertu cachée de la première semence, nous serons tous de la même condition, puisque nous avons eu le même commencement, de manière que l'un ne sera pas plus noble que l'autre. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'autres causes de nos différences et degrés de hauteur et de bassesse, parmi lesquelles j'estime que la fortune est la principale, parce que nous la voyons dominer toutes les affaires de ce monde, et en quelque sorte s'amuser à élever souvent jusqu'au ciel celui qui lui semble sans aucun mérite, et à ensevelir dans l'abîme les plus dignes d'être élevés. Je suis bien d'accord avec ce que vous dites du bonheur de ceux qui naissent doués des biens de l'âme et du corps, mais cela se voit aussi bien parmi les roturiers que parmi les gens nobles, parce que la nature ne connaît pas ces distinctions si subtiles. Au contraire, comme j'ai dit, on voit souvent aux personnes de la condition la plus basse de très hauts dons de nature. Par conséquent, puisque cette noblesse ne s'acquiert point par l'esprit, ni par la force, ni par l'art, et qu'elle tourne plutôt à la louange de nos ancêtres qu'à la nôtre, il me semble très étrange de vouloir que si les parents de notre courtisan ont été roturiers, toutes ces bonnes qualités soient pour cela détruites, et que les autres qualités que vous avez nommées ne suffisent pas à le mener au comble de la perfection, à savoir esprit, beauté de visage, disposition du corps et cette grâce qui, à première vue, le rendent toujours agréable à chacun.